Bonjour à toutes et à tous et merci infiniment de nous recevoir chez vous et bienvenue dans votre émission Avis de la diaspora sur FM Liberté, sur votre chaîne préférée Afro Web TV. Et aujourd'hui, donc, nous ouvrons un espace de réflexion et d'échange consacré à un sujet très essentiel pour l'avenir de la nation togolaise, le dialogue au Togo. Dans un contexte où l'écoute, la compréhension mutuelle et la recherche de solutions communes sont plus à jamais nécessaires, cette émission donc se veut une plateforme ouverte, respectueuse et constructive. Ensemble, avec nos invités de ce jour, nous allons contribuer, nous aussi, comme diaspora, nous allons explorer les enjeux, les défis, les perspectives du dialogue pour renforcer la cohésion nationale et bâtir un Togo meilleur. Chers amis, nous allons vous demander tout simplement de partager cette émission diffusée sur beaucoup de plateformes en ce moment. Nous sommes en live sur notre chaîne YouTube. Nécessairement, nous serons aussi en live sur TikTok et sur les autres plateformes comme vous le savez. Merci infiniment de votre fidélité sans cesse renouvelée à votre chaîne préférée Afro Web TV, la voix de la diaspora africaine. Je reçois pour vous et chez vous aujourd'hui trois invités de la diaspora. Monsieur Ben Djagba, vous êtes acteur politique de la diaspora. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Docteur Albert Kate, vous êtes leader d'opinion. Merci à vous aussi. Monsieur Philippe Kokou Amedodi, merci infiniment aussi à vous d'avoir accepté notre invitation pour ce jour. Je vous donnerai chacun 2 minutes 30 pour répondre à chacune de mes questions aujourd'hui et aussi 2 minutes à tous les téléspectateurs. Vous aurez aussi l'occasion donc de rebondir en 1 minute 30 sur les plateaux, comme vous le savez, en 1 minute 30 sur des sujets sur lesquels on vous posera des questions ou on va vous interpeller au cours donc de l'émission. Dans quelques instants, donc, les liens de votre émission préférée seront en vogue. Merci également de nous aider à partager, chers amis téléspectateurs. Merci à tous et à chacun de vous. Voilà donc le décor de cette émission que vous allez suivre en connaissant que vous êtes aujourd'hui. La première question à M. Amedodi pour le tour de table très rapidement. L'actualité se concentre aujourd'hui, comme je l'ai dit en introduction, sur un dialogue en perspective. Monsieur Amedodi, êtes-vous en faveur d'un énième dialogue au Togo? D'accord. Avant de répondre à ta question, permettez-moi de rappeler peut-être à mes co-débatteurs comment ou bien de soumettre une sollicitude qui pourrait nous permettre ici de la diaspora de rendre un service d'utilité publique aux auditrices et aux téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent. Je sais que souvent nous certains se détournent de ces genres de débats parce qu'ils ont l'impression que certains intervenants cherchent à noyer les gens dans des raisonnements sophistiqués, voire même des faux fuyants. J'aimerais bien que nous puissions, nous qui sommes ici présents, sur cette question d'actualité très importante, que nous puissions faire au moins l'effort de la précision. Et je sais que nous avons tous un niveau suffisant pour fonder nos raisonnements ou déductions en cas sur les faits. Et même si des convictions personnelles peuvent parfois entrer en ligne de compte, faisons l'effort de fonder nos raisonnements sur les faits, ça aiderait beaucoup de personnes. Donc, pour revenir à la question, et je crois que c'est peut-être par provocation que la question a été posée comme ça. Moi, j'ai reçu pas mal de commentaires parce qu'on parle de dialogue politique. Moi, si je suis présent à cette émission ce soir, je ne viens pas défendre la position pour que le Togo aille encore dans un énième dialogue politique. Nous pouvons revenir là-dessus par après. Nous savons ce que sous-entend les dialogues politiques. En tout cas au Togo, nous avons vu ce que les derniers rapports politiques, certains on dénombre jusqu'à 30. Il y a entre 28 et 30 en tout cas. Et nous avons vu ce que ça a donné. Depuis que le Togo
est en dictature. En tout cas, depuis euh, 1990, au Togo, nous avons connu une trentaine de dialogues. Certains disent même pratiquement un dialogue par an. Donc, s'il vous plaît, moi, si vous m'autorisez, je parlerai plutôt des assises citoyennes, parce que le dialogue politique qui, au Togo, est devenu malheureusement un marché de dupes, où des gens savent qui vont là pour se faire duper, et les interlocuteurs en face savent bien qu'ils organisent cela pour duper, pour bluffer les gens. Je crois que cela n'est pas souhaitable. Donc, moi, ici, ce soir, j'aimerais pouvoir qu'on puisse parler, si on entend par dialogue politique, des assises, ou en tout cas une rencontre citoyenne, qui implique les principales couches de la population, ou en tout cas composantes de la population togolaise, tant sur le territoire national que dans la diaspora, j'y souscris. Mais si c'est un dialogue, certains diraient même politicien, c'est-à-dire des gens qui disent qu'ils ont la formule magique pour faire fonctionner un pays, alors que cette formule n'a jamais marché au Togo, je crois qu'il faudrait absolument éviter cela au peuple togolais martyrisé. Voilà en entame ce que je peux faire et je crois que ma mise au point est claire. Je ne suis pas partisan d'un dialogue politique ou politicien au Togo. Merci. Docteur Albert Katé, la même question pour vous. Pardon, je n'ai pas bien saisi la question. Hein. S'il vous plaît, vous pouvez répéter, s'il vous plaît. La question concernant l'actualité togolaise aujourd'hui est: êtes-vous en faveur d'un énième dialogue au Togo? Ouais, merci. J'ai toujours été, d'abord, bonjour aux auditeurs, bonjour à mes co-débatteurs, très heureux. Alors, docteur Katé, il y a un problème de connexion avec vous. On ne vous écoute pas, docteur. Euh, on va continuer avec... docteur, il y a un petit problème de connexion. Avant de revenir à vous, on va recevoir... Monsieur Ben Jagba, est-ce que vous êtes avec nous? On vous reçoit en audio depuis votre position. Dites-nous votre point de vue sur cette première question. Je suis zen ici depuis ma position du côté de l'Afrique de l'Ouest. Donc, avant tout, mesdames et messieurs et mes très chers téléspectateurs, bonsoir et recevez mes salutations les plus respectueuses. À la question de savoir pourquoi il conviendrait de ne pas organiser une nouvelle assise nationale sous la présidence de M. Faure Gnassingbé, permettez-moi de répondre par cet adage de nos anciens, de nos aïeux. On ne puise pas deux fois l'eau claire d'un puits déjà tari. En effet, l'histoire récente du Togo nous enseigne que les multiples forums de dialogue et assises nationales qui se sont succédés non seulement produit les fruits escomptés en matière de gouvernance démocratique, de réconciliation nationale et les fruits et l'alternance politique véritable, la répétition d'exercices consultatifs ou bien consultatifs plutôt, sans engagement contraignant ni volonté réelle de transformation des structures, de pouvoir risquerait de s'avérer une nouvelle entreprise dilatoire, destinée d'ailleurs davantage à apaiser temporairement les tensions qu'à résoudre substantiellement les problèmes structurels qui minent notre démocratie. L'expérience d'ailleurs démontre qu'en l'absence d'une volonté politique sincère d'opérer des changements fondamentaux et d'une absence les changements fondamentaux et d'une garantie d'application effective des conclusions, une énième assise nationale constituerait, à mon égard, à mon avis, une dépense d'énergie et de ressources
qui pourraient être mieux investis dans les mécanismes concrets d'alternance et de réforme institutionnelle contraignante. Donc, je l'ai dit, comme dans l'adage que je viens d'énumérer, on ne puise pas deux fois l'eau claire dans un puits déjà tari. Fonya Singbe n'a rien d'autre à nous offrir. Et si assise devrait y avoir, il y aura comme condition sine qua non le départ puis le simple de Fonya Singbe avant qu'on parle d'assises. Merci. Merci à vous, Monsieur Ben Jagba. Je ne sais pas si Dr Kate est toujours avec nous. Est-ce que vous nous recevez, docteur? Oui, allez-y donc. Votre avis sur la première question du jour, est-ce que vous pensez que le Togo a besoin d'un dialogue? Bon, je pense, j'ai toujours été en faveur du dialogue. Et moi, le Togo, c'est chose. Et les années 90, avec l'arrivée du multipartisme et la démocratie, alors, il y aura des élections parce que les partis politiques ont pour mission d'accéder. Et pour pouvoir aller à des élections, il faut créer les conditions et discuter des conditions. Donc, le dialogue est un passage obligé, une condition sine qua non pour négocier les conditions d'organisation des élections pour ceux qui sont des partis politiques. Et ce n'est pas un choix. Maintenant, en dehors de l'objectif des élections, il y a le passé et l'histoire du Togo qui nous a laissé des compréhensions selon beaucoup de personnes que le Togo a des problèmes non seulement politiques mais des problèmes sociaux et qui nous ont divisés, dont les gens ont cité des problèmes même ethniques au temps de la conférence nationale. Ce que Il y a toujours le problème de connexion avec Dr Kate qui persiste. personne n'a... Allez-y donc, terminez, parce qu'il y a un problème de connexion. Allez-y. Faux, moi je peux sortir plus réveiller. Docteur, on a un peu du mal à vous écouter. Il y a aussi la connexion qui dérange un peu. Si vous pouvez revoir la connexion chez vous, ce serait très avantageux pour chacun de nous, pour la qualité donc de l'émission que nous voulons offrir à tous les téléspectateurs sur Afro-Web TV. Merci infiniment de nous rejoindre et de partager cette émission. Nous vous donnerons aussi l'opportunité de nous appeler sur le +1 319 462 89 79 dans un instant à l'autre. En attendant que Dr Kate ne résolve un problème de connexion. Maintenant, ça va. Allez-y. Il y a toujours le problème de connexion qui persiste. Alors, Monsieur Amedodi, je vais faire rapidement le tour de table puisqu'il y a beaucoup de questions à élucider au cours donc de cette émission. Pour dialoguer aujourd'hui avec le gouvernement, quels sont peut-être les accords ou sont les préalables qu'on peut respecter selon vous?
j'ai dit, je serais amené peut-être à, à vous reprendre, Monsieur Moïse. Le dialogue, c'est pas avec le gouvernement. C'est vrai, lors de son message à la nation de fin d'année, et le président de PCM, le président du conseil, avait dit qu'il œuvrerait pour un dialogue. Vous savez, euh, l'Afrique ou même le monde hein, a une tradition. Aujourd'hui, ici, après 5 ans d'années de guerre entre l'Ukraine et la Russie, les acteurs, je peux y aller? Oui, allez-y, allez-y. Si après 5 années de tension et de guerre, l'Ukraine et la Russie sont en train de dialoguer pour trouver une solution, une sortie de crise, je ne pense pas qu'il y ait dans le monde, en tout cas, quelqu'un parlait de passé récent ou lointain, je ne pense pas, même après des confrontations armées les plus meurtrières, la sortie de conflits se passe toujours dans le cadre d'un dialogue. Donc, ou en tout cas d'échange de pourparlers. Donc, le principe du dialogue, lorsqu'on parle de dialogue, ici, ce qui m'embête, c'est que on parle de dialogue politique. Ça ne peut pas, dans le cas du Togo, être un dialogue politique. Je vous ai cité tout à l'heure les conséquences ou les causes et les conséquences des échecs des 3 derniers dialogues que le Togo a connus. Rapidement, je le rappelle, il s'agit de la CVJR, ok, et comment, une commission Justice, Vérité, Réconciliation qui était dirigée par Feu Monseigneur Nicodème Baria en 2007. Il s'agit de la PG qui a été signée par des partis politiques au Togo avec le gouvernement en 2012. Il s'agit enfin, dernier en date, euh, je pourrais dire, de la feuille de route proposée par les 2 négociateurs de la CEDEAO, en la personne des présidents ghanéens, Akufo-Nana Addo et Alpha Condé. Ces dialogues-là, leurs conclusions et leurs recommandations n'ont pas trouvé d'exécution du côté du gouvernement en place. Donc, lorsque vous me demandez les conditions pour que des dialogues annoncés puissent aboutir, je dis que la première des conditions, c'est d'éviter que ça soit un dialogue entre des partis politiques. Au Togo, les problèmes auxquels les populations sont confrontées dépassent largement le cadre des politiciens. Il faudrait qu'on s'entende une fois pour de bon. J'aimerais qu'on aille vers une conclusion pour que demain, des contresens ou bien des malentendus ne nous posent pas problème. La seule chose qui pourrait sauver le Togo, je rappelle même en passant, le seul, si on peut l'appeler dialogue politique, mais il a s'agi des assises. Les seules assises au Togo qui ont failli aboutir à une alternance politique au Togo, c'est la conférence nationale souveraine de 1990-91. Cette conférence nationale qui a d'ailleurs accouché, rappelez-vous, après référendum de la Constitution de 92, que beaucoup aujourd'hui demandent qu'elle soit restaurée. OK? Donc, si certains pensent qu'il ne faut pas, après une crise ou bien devant une crise, il ne faut pas
que les citoyens du Togo se parlent, c'est leur responsabilité. Moi, je dis, il faut, idéalement, et pacifique que je suis, moi, je me suis toujours inscrit dans une démarche, que ce soit au Togo ou en Afrique ou ailleurs, je pense que les hommes doués d'intelligence et de sagesse doivent et peuvent trouver des solutions pacifiques à leurs problèmes pour éviter d'aller aux affrontements qui pourraient nuire ou bien qui pourraient porter préjudice à l'un et à l'autre. Donc, ce dont moi je parle, les conditions pour que le calme ou la cohésion nationale revienne au Togo, c'est que cela soit des assises citoyennes nationales inclusives et non une rencontre entre le gouvernement, c'est-à-dire le parti qui gouverne le Togo aujourd'hui, on dit le parti au pouvoir, et les partis politiques au Togo. Il y en a une centaine. Est-ce que vous pensez, Moïse, que le problème dont les Togolais, le peuple togolais, les 9 millions d'habitants sont confrontés aujourd'hui est seulement du ressort des partis politiques, ou en tout cas oui, des partis politiques? Non. Combien sont-ils des Togolais qui ont adhéré aux partis politiques? Réduire le problème togolais à un phénomène politique, je dis, ça serait la dernière des erreurs qu'il faut commettre. Il faut impliquer les citoyens. 1, 2, 3, 4, voire 50 politiciens peuvent encore se faire rouler dans la farine par le gouvernement qui veut à tout prix conserver ses privilèges et garder le genou sur le cou des Togolais. Par contre, 1 million, 2 millions, 9 millions de Togolais ne peuvent pas se faire rouler dans la farine par 1, 2 ou 3 personnes que aujourd'hui certains appellent même de minorités pilleuses. Donc sortons de ce paradigme, sortons de ce que nous avons toujours fait et qui n'a pas abouti à mettre fin, qui n'a pas permis de mettre fin à la crise au Togo. Sortons de cela. D'aucuns diraient, on ne peut pas faire la même chose tout le temps et espérer avoir des résultats différents. Pas de dialogue politique, pas de dialogue entre les partis politiques au Togo. Pas de dialogue entre la classe politique au Togo. Les Togolais veulent des assises citoyennes pour voir si les différentes couches, les différentes composantes de ce peuple sont encore capables de trouver des bases communes pour que la cohésion nationale, pour que l'harmonie nationale, pour que la justice sociale, pour que l'équité économique se fasse. C'est de cela qu'il s'agit. Si vous parlez de conditions, voilà les conditions. On peut revenir. Il y a des préalables. Même si certains pensent que on peut y aller sans préalable. Moi, je dis non. Il n'y a aucune rencontre qui puisse se passer sans définir les préalables. C'est-à-dire, lorsqu'il y a crise, il faudrait que au moins les protagonistes se mettent d'accord sur la nature de la crise. Et deuxièmement, que les protagonistes acceptent que, à l'issue des échanges, il va y avoir une sortie de crise. Et comment est-ce qu'on met en place cette sortie de crise? On pourra revenir là-dessus après. Mais la condition sine qua non dont moi je veux parler là, c'est que nous sortions du carcan d'un dialogue politicien pour situer la chose dans le cadre d'une rencontre des assises citoyennes. Ce sont des citoyens togolais qui parlent de leurs problèmes pour trouver une solution. Merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. Docteur Albert Katé, je vais revenir très à vous, puisque la première question, vous n'aviez pas répondu, il y avait un peu un problème de connexion. Allons-y maintenant sur votre première prise de parole concernant un énième dialogue au Togo et quelle est votre perception là-dessus et pourquoi surtout dialoguer avec un régime, comme le disent les autres,
que le régime ne respecte pas les accords. Réaction. Je crois que ton micro est fermé, hein, Albert. Et j'espère que tu n'es pas collé, c'est vrai. Non, c'est bon, j'avais muté ça, merci. OK. Donc, ben, j'ai toujours été pour le dialogue et je pense depuis des années, pour ceux qui me suivent, je suis pionnier, supporter de l'idée des dialogues parce que dans l'histoire du Togo, comme je le disais, si vous ne m'avez pas bien saisi au début, c'est que le Togo a changé de schéma depuis les années 90. Donc, lorsque l'avènement de la démocratie est arrivé avec le multipartisme, donc, il y a quelque chose qui est venu avec, c'est que les partis politiques sont formés pour accéder au pouvoir. Donc, pour accéder au pouvoir, il faut un certain nombre de choses, dont les conditions des élections, voire le découpage, le cadre électoral et tout ce qui suit. Et ces genres de choses, ça se discute autour de la table. Donc, le dialogue est automatique et sine qua non pour la démarche vers le, le fauteuil présidentiel ou la victoire des élections. Mais donc, ce n'est pas un choix, c'est une obligation, c'est un passage obligé. Si nous restons dans le format du Togo nouveau de l'après 1990 avec le multipartisme. Maintenant, si nous considérons d'autres aspects de l'histoire du Togo, c'est que selon les historiens et selon les acteurs et les citoyens, comme la société civile et tout le monde, tous les Togolais, notre pays a été sous l'emprise des problèmes ethniques qui ont été clairement dévoilés lors de la conférence nationale et confirmés par beaucoup d'archives. Et cela aussi a été traduit dans les violences politiques que nous avions eues. Donc, dans les approches de solutions, il était clair que lorsqu'il y a des factions, il y a des problèmes sociaux, comme les problèmes ethniques, par exemple, et de tribalisme, des choses dont nous souffrons, nous avions souffert et nous continuons de souffrir, il faut obligatoirement que toutes les couches de la nation se retrouvent et discutent d'une nouvelle donne. Il n'y a rien de particulier à cela, parce que nous sommes un pays, un seul, où même s'il y a des problèmes entre les fils du pays, il faut que cela soit résolu, parce que une ethnie ne sera pas jetée et d'autres ethnies vont rester dans le pays. C'est comme une maison où il y a des gens qui ne s'entendent pas, qui sont de la même famille, mais ils seront toujours de la même famille jusqu'à la fin de leur vie. Donc le mieux, c'est de régler le problème, discuter, que de prendre la hache de guerre et s'entretuer. Mais c'est pour cela que le Togo a toujours été sur une frontière de recherche de la paix au même moment, en essayant d'éviter le bain de sang et le désordre. Mais donc, de 90 à maintenant, plus d'une trentaine d'années, certains ont utilisé des termes pour dire qu'on est à un point où le pays pourrait être embrasé. Et ce sont tous des propos, tous des propos qui confirment que nous avons quelque chose à régler entre nous. Et si nous ne choisissons pas de le faire avec des armes, c'est que nous avons accepté qu'il y a un seul choix qui nous reste, c'est qu'on s'entende, qu'on discute. Et c'est pour cela des gens qui prônent la paix et la cohésion nationale comme nous continuons d'appeler nos frères et sœurs à revoir, comme nous ne savons pas faire en Afrique, et je l'ai toujours dit, si nous prenons tous les pays, c'est le dialogue. Nous ne sommes pas très bien dans cela. Cet exercice nous est arrivé dans les années 90, dans un contexte national pour la première fois. Mais ce n'est pas arrivé parce que nous avions ces problèmes. C'est arrivé parce que nous souffrions d'un problème économique, parce qu'il y avait une crise économique qui a commencé des années 90 depuis les États-Unis, en Inde comme en France. La France qui souffrait de chômage sérieux dans les années 90-91 et qui s'occupait de notre franc CFA à cause de notre parité. Et automatiquement, ça a affecté nos pays qui sont francophones de la zone franc.
Et vous savez, vers les années 94, il y a eu la dévaluation qui a encore affecté nos pays économiquement. Donc, c'est dans ce schéma-là que la démocratie nous est arrivée par les conditions qui ont été dictées par les institutions de Bretton Woods et pour instaurer la bonne gouvernance. La bonne gouvernance qui est venue avec la démocratie et le multipartisme. Et donc, le côté économique qui a occasionné cette discussion, d'abord dans un contexte de forum économique, et maintenant le côté politique qui est venu pour que nous allions à la démocratie. Nous avons transformé cela en conférence nationale et nous avons bâti ces institutions et tous les acquis que nous maintenons aujourd'hui. Tout ça fait que c'est le dialogue qui a permis de reconfigurer le pays, de tacler le problème de pauvreté et en même temps de reprendre le chemin d'une nouvelle destinée. Cette nouvelle destinée est toujours en cours. Alors, lorsque nous essayons de faire demi-tour ou d'abandonner cette destinée, nous voyons que les choses n'évoluent plus et nous retombons dans les problèmes économiques. Puisque c'est cela qui a fait que, en 2006, lorsque nous avons eu cet accord APG dont vous avez fait allusion tout à l'heure, et à la suite de l'APG, nous avons abandonné les recommandations pour continuer à résoudre les problèmes du pays, tout a capoté. Parce que dans l'APG, on a même inclus le patronat, le gouvernement, les acteurs de la société civile et la réforme de l'armée qui faisait partie de l'APG pour régler les problèmes de violence. Donc, tout était dedans et c'est de là qu'on a recommandé l'instauration du Hash-Kroun pour aller vers les problèmes ethniques et tout ce qui nous a divisés et les conséquences qui sont les violences politiques qu'il y a eu. Et donc, nous sommes conscients que nous avons un problème. Nous avons de sérieux problèmes. Et ne pas les résoudre empire la situation. Et si nous suivons le canevas, de 90 à 2006 et de 2006 à 2026, les acteurs politiques continuent de réclamer et de dire que pour eux, les choses se sont empirées. Mais parallèlement à cette question, à cette observation, les résolutions qui devaient améliorer les choses, est-ce que nous avions progressé dans ces résolutions? Mais non. Mais donc, c'est pour ça qu'il faut reprendre le dialogue. Pour le dialogue. Maintenant, dire que le parti au pouvoir, ça, c'est une autre discussion qu'on peut avoir. Pas tout à fait, parce que prenant les factures, comme M. Abdi avait recommandé, les factures ont montré que la plupart tous les dialogues, les 28 dialogues qu'on a eus, ben, il y a eu des conclusions à la fin de ces dialogues. Et toutes ces conclusions sont marquées par des comités de suivi, la collaboration de tous les acteurs pour exécuter ces conclusions. Et la supercherie a toujours été que dans les dernières décennies, l'opposition, elle, a changé de format en faisant demi-tour après avoir pondu les conclusions. Mais donc, il n'y a rien sans conséquence. Le peuple a toujours remarqué que dès qu'il y a ce format, une opposition qui tourne le dos aux conclusions et s'en lave les mains, mais après avoir signé un document qui est basé sur le consensus et le compromis, mais ça n'avance pas. On retombe dans le même problème. Mais c'est pour ça que nous disons qu'il faut cette fois-ci aller au dialogue, un 29e dialogue qui sera différent. Et je suis d'avis avec M. Philippe que ce sera différent non seulement par la forme, mais aussi par la composition des membres de ce dialogue, pour que nous puissions veiller à ce que tous les éléments nécessaires soient cette fois-ci dans le paquet et qu'on ait toutes les chances pour réaliser ces conclusions à la lettre. Et cela implique qu'il n'y aura plus un dialogue avec des conclusions où l'opposition doit tourner le dos. C'est pour ça, dans nos approches, nous avions proposé la cogestion. Et nous avions dit que c'est pas ce seul chemin que les conclusions peuvent être
bénéfique à la population. Parce qu'en 1994, nous avons appris de notre passé. Et lorsque nous avions commencé par réaliser ces conclusions, on a eu des acquis démocratiques. Et la coopération avait repris en 1994 au niveau de l'Union européenne pour jumpstart l'économie. Pareil, en 2006, après l'accord de Ouaga, la coopération a encore repris après le travail de M. Abouibo et l'accord de Ouaga, qui a accouché d'un gouvernement d'union, de mission, qui est pour une co-gestion, pour aller vers l'avenir, les élections. Mais donc, reprendre les choses pour évoluer, demande à ce qu'on reprenne les choses avec le format qui donne des résultats, qu'on change de méthode. Et donc, le dialogue est un passage obligé. Les 28 dialogues seront différents du 29 dialogue. Mais le problème de dire que le régime ne reste pas l'accord, c'est jeter le propre sur l'adversaire. Parce que les factuels ne disent pas ça. Nous pouvons présenter tous les documents qui ont été signés pour tous les accords. Et vous ne trouverez nulle part dans ces documents, dans ces conclusions, qu'il appartient au régime RPT ou bien au régime uni, seul, avec les membres d'un seul parti, pour aller réaliser ces conclusions. Vous ne le trouvez pas, noir sur blanc. Et ce sont ces désordres que nous cautionnons, que nous avions aussi cautionné en 2006, après l'accord de Ouaga, quand l'Union des forces du changement est venue dire que la primature doit revenir à son parti. Or, ce n'était pas écrit dans l'accord. Et les acteurs, au lieu de dénoncer le camarade de l'opposition pour dire non, ça, ce n'est pas écrit dans l'accord, c'est un mensonge pur et simple qui peut faire sauter toutes ces avancées. Mais tout le monde a dit on n'attaque pas un adversaire, on se tait, et le peuple paie le prix. Et 20 ans plus tard, nous sommes retombés dans une crise économique très difficile avec une jeunesse au chômage, tout comme en 90. 30 secondes. Donc si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que les choses sont devenues dures encore comme en 90. Mais donc, respecter les accords, ce sera une question de factuel et non une question d'opinion. Et je pense que cette fois-ci, l'historicité des anciens accords qui ont marché montre que c'est quand on le fait ensemble et on réalise les conclusions ensemble qu'on a des acquis, et c'est ça qui sera aussi la cogestion qui vient avec. Mais j'ai bien dit, dans ce paquet, nous ajoutons ce que nous appelons aussi le pardon, qui est l'amnistie générale. Donc, on peut revenir là-dessus. Nous avons écouté religieusement la position donc de Dr Katé, M. Ben Diakba. Les 28 derniers dialogues passés, certains disent que leur bilan a été négatif. Et selon vous, quand vous faites en tant qu'acteur politique de la diaspora, quel est le bilan que vous en faites et quelle analyse? Et quand on écoute Dr Albert Katé, quelle est votre perspective sur ces avis? Bien, Moïse, grand merci. Et je remercie l'intervention de mon confrère togolais vaillant, que je connais très bien, Dr Katé, et mon frère Philippe Amedoji, avec qui j'échange quotidiennement. Tout d'abord, je voudrais revenir à ce qui nous est cher. Moi, ici, actuellement, je suis à Djidjoli, où j'habite actuellement. Et le problème ethnique, pour répondre un peu à ce que Dr Katé a dit avant de revenir au sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, le problème ethnique ne se pose pas au Togo. Et je peux vous confirmer que la terre de nos aïeux ne souffre aucunement pas de ce problème de méfiance d'une ethnie envers l'autre. Docteur Katé, permettez-moi de vous dire que moi, aujourd'hui, j'ai des neveux, des nièces et des belles-sœurs et des beaux-frères de Dapam, à Dapam, au niveau de Kara, Sokodé. Et de surcroît, j'aurais souhaité que nous restions dans la ligne droite de restauration de la dignité togolaise, dans ce débat civique qui nous est cher aujourd'hui et qui nous rassemble ici ce soir. Éclairons la voie de la justice pour un ajustement structurel qui puisse ramener notre pays, le Togo, que nous préparons pour nos progénitures. Le problème ici, c'est la gouvernance du tyran Faure Gnassingbé. On n'a pas de problème ethnique au Togo. Maintenant, allons-y à l'essentiel.
débat du sujet. Les raisons qui militent sur les journalistes contre l'organisation d'assises nationales sous l'égide de M. Faure Gnassingbé procèdent d'une logique implacable que résume mon adage préféré: on ne saurait être jugé, ou bien on ne saurait être juge et parti. On ne saurait être juge et parti. Comment concevoir qu'un dialogue national sincère puisse s'établir lorsque celui qui détient les leviers du pouvoir depuis près de 2 décennies se pose simultanément en arbitre et en acteur principal des réformes à entreprendre? Question numéro 1. Secondo, l'histoire nous enseigne que chat et faudé craignent l'eau froide. Donc, les précédentes tentatives de concertation nationale n'ont abouti qu'à conforter le statu quo en faveur de Faure Gnassingbé, démontrant ainsi que l'habit ne fait pas le moine. Donc, la confiance sociale, ou bien la confiance, qui est socle aujourd'hui de tout dialogue constructif, fait cruellement défaut. Car, pour moi, on ne peut bâtir sur du sable. Et les promesses non tenues constituent précisément ce sable mouvant. Voir le Togo sous la direction de Faure. Donc, je le dis, qui veut la fin veut les moyens. Et si la volonté réelle de transformation démocratique existait, elle se serait déjà manifestée par des actes concrets, plutôt que par des paroles. En 20 ans de gouvernance, de pouvoir, nous avons eu 0 résultat et une dette extérieure croissante que des progénitures vont payer tout au long de leur vie. Vous savez, disons la vérité, il ne sert à rien de fermer l'écurie quand les chevaux sont partis. Après tant d'années de gouvernance, contester avoir de nouvelles assises sur la terre de nos aïeux est une perte de temps. C'est une manœuvre pour moi de gagner le temps sans intention véritable de changement substantiel. Allons-y. Le 8 juillet au 28 août 91, la conférence nationale souveraine. Je n'ai pas besoin d'en parler trop, mais les conclusions principales, les voici. Proclamation de la souveraineté de la conférence le 16 juillet 91. Élévation de Joseph Kokou Kofigo comme premier ministre de transition, et ça s'est passé le 28 août 91. La création du HCR, chargé de rédiger une nouvelle constitution, la réduction du rôle du président Eyadema à des fonctions honorifiques, l'organisation prévue d'états généraux de la santé, des affaires sociales et de l'éducation. Résultat, nous savons ce qui s'est passé. Secondo, accord politique global, APG, le 20 août 2006. Contexte était un dialogue inter-togolais facilité par le président, à l'époque, Blaise Compaoré, suite aux violences de l'élection présidentielle de 2005. On a eu environ 500 morts. Et l'ONU, c'est ça, c'est ce que l'ONU nous a donné comme résultat. Les signataires, il y avait le RPT, disons, unir aujourd'hui, l'UFCK, CDPS, CPP, PDR, le gouvernement et 2 organisations de la société civile. Les résultats, nous connaissons ce que c'est que les résultats. Cet accord, l'APG, a permis une certaine détente politique et la tenue des élections législatives de 2007. Cependant, 10 ans après, je dis bien 10 ans après, les principales réformes à l'imitation du mandat présidentiel, mode de scrutin, code électoral, n'avaient toujours pas été appliquées. Le pouvoir pratiquant une gouvernance dilatoire. Nous les connaissons pour cela. Donnez-moi 1 minute, je vais finir. Le troisièmement, le dialogue politique de février 2018 conteste 6 mois de manifestations massives réclamant le départ pur et simple du dictateur Faure Gnassingbé et le retour de la Constitution de 92, présidé par le président ghanéen, je pense Nana Akufo-Addo, si j'ai bonne mémoire,
Et donc, le résultat, nous connaissons les résultats parce que le dialogue n'a pas été au bout ou bien à bout au changement escompté ou bien escompté par l'opposition. Les élections législatives de décembre 2018 furent aussi boycottées par les principaux partis d'opposition et le parti au pouvoir uni conserva sa majorité absolue avec 59 sièges sur 91. Je vais dire quatrièmement qu'il y a le dialogue politique de 2019 à 2021. On a vu ce que ça nous a donné. Donc, Fonya Singbe, lors de ce dialogue 2019-2021, Fonya Singbe fut réélu le 22 février 2020 avec plus de 70%, frauduleusement d'ailleurs, des voix selon les chiffres officiels que eux-mêmes ils ont donnés. Il y a la rencontre pouvoir-opposition de janvier 2021. Résultat, 17 partis politiques sur 24 invités ont participé. La dynamique Monseigneur Kouadjoro a boycotté en demandant des préalables, c'est-à-dire des règlements de contentieux électoral de 2020, abandon de poursuites judiciaires, retour de Agbeome. Ça n'a jamais été fait. Et nous avons vu ce que ça a donné avec la mort en exil de Dr Agbeome et de Monseigneur Kouadjoro. Donc, le bilan général de façon sur ce que je dis ici, depuis l'avènement du multipartisme au début des années 90, le Togo a connu presque une trentaine de dialogues et pour parler sans jamais aboutir à une alternance politique réelle. La même famille Gnassingbé, je dis bien Gnassingbé, dirige le pays depuis 67, presque 58 ans. Les principales critiques portent sur le non-respect des engagements pris lors des différents accords. Et nous savons ce qui est aujourd'hui. Donc, pour tout conclure aujourd'hui, en une minute, Dr Katé plutôt, vous avez parlé d'une co-gestion du Togo avec Fonya Singbe. Je voudrais vous dire, non, on est ici présent ce soir, avec ma position à Djidjoli. Je nous le dis, qu'on est ici présent pour préparer un Togo meilleur. Et c'est ensemble, dans la vérité pure, que nous allons préparer un Togo meilleur pour nos progénitures. Vous savez, on a vu ce qui s'est passé. Et la 5e République de Fonya Singbe a été chirurgicalement orchestrée à minuit quand le peuple dort. Et ça s'est passé sans voix référendaire. Aujourd'hui, si assise devrait y avoir, je voudrais, Dr Katé, que vous seriez aujourd'hui devant cette assise pour qu'ensemble, nous puissions réorienter ce Togo qui nous est cher. Le Togo vous est cher, je vous sais bien, et le Togo m'est cher, et cher à tous les Togolais. Reconstruction d'une structure solide pour un Togo meilleur. Je ne défends pas le régime de Fonya Singbe, mais je ne peux pas m'asseoir pour une assise tant que ce tyran qui m'a exilé depuis plus d'une trentaine d'années est toujours au pouvoir, parce que les roublardises des 30 assises passées nous ont trop donné leçons bien apprises. Je m'arrête. Merci, M. Benjagba. Alors, je vais revenir très rapidement, Dr Albert Katé, qui a été... beaucoup de questions vous ont été posées au cours donc, des différentes interventions. En une minute, répondez à l'une des questions qui revient nécessairement. On dit souvent que le RPT ou sinon le Parti UNIR n'a pas tenu ses promesses ou des recommandations donc passées. Sinon, quand on prend le CVJR et surtout toutes ces recommandations, quelles sont véritablement les promesses donc tenues par le parti au pouvoir au cours donc des dialogues passés que vous pouvez énumérer et partager avec nous? Bon, je pense que j'ai déjà répondu à cette question. Moi, j'avais dit que si nous voulons nous en tenir au factuel, ce que mes camarades devaient dire, ils devaient essayer de prouver dans quel document, par exemple,
une conclusion d'un dialogue. Il pouvait donner la date que, voilà, à la fin de tel dialogue, il est écrit ici qu'il espérait du parti au pouvoir d'être le seul à aller exécuter cet accord. Ces éléments de conclusion. Et là, maintenant, ils peuvent argumenter que, alors, comme c'est écrit, que c'est au pouvoir de le réaliser dans l'accord, donc on peut lui donner tort que, voilà, il n'a pas réalisé cela. Le problème, c'est que cette façon de parler, c'est une rhétorique qui est totalement opposition. Ce n'est pas basé sur des factuels. Moi, je parle des factuels. Si vous retrouvez les documents, les conclusions des accords, vous verrez ce que j'ai dit, c'est toujours question de compromis et de consensus. Même l'exécution des accords. Donc, la preuve même, c'est que en 1994, comme eux-mêmes ils l'avaient dit, pour ceux qui sont vivants, ils le savent. Quand vous entendez le nom Kofigo, ou bien les opposants que vous voyez aujourd'hui comme Mme Adjamagbo, professeur Gogué, ben, c'était tous les membres du gouvernement d'union qui sont sortis soit de la conférence nationale, l'après-conférence nationale, gouvernement Kofigo, ou du gouvernement Agbouibo de 2006. Donc, ces gens font partie du gouvernement parce que les conclusions doivent toujours être exécutées ensemble. Vous comprenez? Donc, dans la politique togolaise, il y a eu une mauvaise foi qui fait payer très cher le peuple. C'est-à-dire que nous avons cautionné ces rhétoriques-là. Il faut dire que c'est le pouvoir qui doit exécuter l'accord, il ne l'a pas fait. Et des gens ont pris ça pour galvaniser. Donc, ça fait que c'est d'abord venu dans le combat politique du groupe UFC, et par la suite, ça a été hérité par les gens de l'ANC aussi, qui sont connus comme les partis radicaux. Mais donc, dans la classification de nos partis. Alors, les radicaux ou bien les populistes, ces partis ont conçu l'électorat sur une idéologie qui est qu'il ne faut pas approcher le pouvoir. Et donc, c'est ça qui a fait que l'Union des forces du changement, lorsque nous avons signé l'accord de Ouaga, l'UFC avait menti que dans l'accord, il était écrit que c'est le poste de premier ministre devait leur revenir, et ce qui était faux. Et ils ont fait sortir leurs gens. Sinon, ceux qui ne vont pas sortir, on va les radier, les ont radiés. Et par la suite, ils ont raflé la majeure partie des sièges qui sont venus à l'opposition. Et c'est par la suite qu'il y a eu la transhumance, que les gens de l'ANC sont après sortis de l'UFC, mais ils ont gardé la même ligne du parti, qui est le radicalisme, mais eux aussi, ils ont quand même capitalisé, ils ont gardé l'électorat, ils sont restés le parti qui gagne plus de sièges par rapport aux autres. Donc, c'est qu'il y a un profit dedans qui arrange le parti, les partis qui choisissent de faire ça, mais le peuple paie cher, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avancée dans la vie de la nation. Les conclusions qui doivent améliorer la vie des gens, qui doivent améliorer le contexte politique, qui doivent préparer l'alternance, tout ça, c'est parti à la poubelle au profit de l'avancement du parti qui choisit ces rhétoriques-là et construit son électorat là-dessus. Mais ce n'est pas cadeau et ce n'est pas par hasard qu'on le fait. Alors, si M. Ben Diagba dit que le régime n'a pas respecté les accords, les 28 accords, donc il n'a qu'à donner les conclusions de ces accords pour nous montrer. Moi, je peux encore citer, après l'accord de la négociation de 2018 qu'on a eu sous Alpha Condé, si vous voyez l'avant-dernier paragraphe, c'était bien écrit que le chef de l'État s'engage à travailler avec toutes les parties. Et ce que la CEDEAO a réaffirmé dans le communiqué de la CEDEAO. Et M. Fulbert Atisso et M. Antoine Folly, ça c'est une preuve que je vous donne encore des factuels, ont après avoué qu'ils ont mal fait de n'avoir pas été au gouvernement qui a suivi pour pouvoir réaliser ces accords eux-mêmes. Parce qu'après avoir signé l'accord, tu vas rester à la maison et que le parti au pouvoir n'a qu'à les exécuter. Mais un accord est un engagement. Et un compromis parle de deux côtés, ou plusieurs. Donc, il n'y a aucun document, aucune conclusion de compromis et de consensus qui, par la suite, parle d'un seul parti. Mais ça, ce sont des rhétoriques politiques. Donc, je renvoie mes frères et sœurs à donner ici, à cette télé,
pour que les Togolais comprennent pour de bon. S'il y a des preuves que l'UNI ou bien le RPT ou bien le pouvoir seul, une fois dans un seul accord dans les 28, un seul côté a une fois été mandaté pour aller réaliser les accords. Alors, si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas la preuve, donc soyons sincères devant le peuple, que peut-être que nous ne faisons pas bien. Donnez les factures. Vous voyez, donc c'est ça, c'est une émission de vérité. Donc je vous envoie la parole. Une émission de vérité, merci infiniment. Nous allons lever le voile sur beaucoup de vérités aujourd'hui. Alors, les acteurs politiques aujourd'hui, on trouve qu'ils ne sont pas unanimes. Pourquoi? Quelles sont les raisons? Et pourquoi est-ce que les Togolais n'arrivent pas à dialoguer? Monsieur Philippe Amédodi. Moïse, je suis désolé, mais je ne sais pas si vous êtes satisfait de la réponse que vient de donner Dr Katé. Je ne suis pas d'accord. Docteur Katé, je vais renvoyer à Moïse qui peut mettre sur le site les 3 derniers accords dont nous avons parlé. L'APG, la CVGR et la feuille de route de la CEDEAO. Docteur Katé, je vous regarde droit dans les yeux. Vous dites que le RPT-UNI a mis en œuvre ses engagements. Je n'ai pas dit ça. 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 Vous avez la parole. Oui, mais ne tronquez pas mes propos. Oui, monsieur, docteur Katé, vous allez attendre, il va répliquer et puis vous allez reprendre. Sincèrement, docteur Katé, est-ce que pour changer les institutions, pour réformer le code électoral, n'est-ce pas celui qui est au gouvernement qui le fait? La CENI était entre les mains de qui, docteur Katé? De l'opposition? Vous dites que l'opposition devrait venir pour réformer la CENI. L'opposition devrait venir pour réformer la Cour constitutionnelle. Docteur Katé, vous prenez les Togolais, pourquoi? Est-ce que l'opposition, qui n'est pas à la manette dans les institutions, on dit de réformer les institutions? Si celui qui a entre les mains les institutions refuse de les réformer, l'opposition fait quoi? L'opposition descend dans la rue, bat les gens, tue les gens. Est-ce que dans les 3 accords que je viens de citer, docteur Katé, vous êtes de la diaspora, est-ce qu'il n'est pas dit, est-ce qu'il n'a pas été recommandé que la diaspora vote? Docteur Katé, combien de Togolais de la diaspora ont voté la fois dernière? Sur les 2 millions que sont les Togolais, 300 personnes? Docteur Katé, c'est de la faute de l'opposition? Si le code électoral n'a pas été modifié, n'a permis aux Togolais de voter dans la diaspora, de quoi parlez-vous, docteur Katé? Je vous ai dit, docteur Katé, à l'entame des discussions, je vous ai dit de faire preuve d'honnêteté intellectuelle et de sincérité. Dites-moi, moi je viens vous parler de factuel. Vous parlez de factuel, des faits. Je viens de vous les donner. Je vous ai même renvoyé ce soir les 3 accords. Les 3 accords dont je viens de parler. Docteur Katé, je ne voulais pas envoyer. Vous les avez lus? PGC, VGR, feuille de route. Je voulais envoyer, non? Ce qui était cité. Par exemple, docteur Katé, faites force s'engage à ne pas briguer un autre mandat en 2020. Est-ce que ce n'était pas convenu dans la feuille de route de la CEDEAO? Force est présentée ou non aux élections présidentielles de 2020. Qu'est-ce qui s'est présenté, docteur Katé? Arrêtez de mentir au peuple. Vous dites que nous mentons. Docteur Katé, dites-moi, dans la feuille de route de la CEDEAO 2018, est-ce que Ford ne s'est pas engagé de ne pas se présenter aux élections de 2020? Ford s'est-il présenté, oui ou non, docteur Katé? Ça, c'est un fait. Vous parlez de factuel comme si les faits, c'est une interprétation, c'est un mensonge. OK? Donc, je reviens en disant, docteur Katé, je voulais envoyer Moïse, j'aimerais bien que vous puissiez mettre ça sur votre plateforme, que les Togolais puissent constater que tous les dialogues politiques, toutes les conclusions et recommandations des dialogues politiques, c'est le RPT-UNIR qui a toujours refusé
d'honorer ses promesses. La seule chose qui puisse marcher, c'est ce dont moi je parle, c'est que ça soit des assises citoyennes souveraines. C'est-à-dire que ce ne soit pas le gouvernement, que la mise en œuvre des décisions ne soit pas du bon vouloir de ceux qui sont au pouvoir. C'est la raison pour laquelle je dis aller au dialogue politique, où c'est le parti au pouvoir qui cherche à tout prix poursuivre la confiscation du pouvoir, qui organise et qui dit après qui va essayer de mettre en œuvre ce qui a été conclu, c'est de la fourberie, c'est du mensonge, il ne le fera jamais. Il faudrait que les discussions, l'issue des discussions, une transition s'ouvre, que Fort ne soit pas, ou le RPT unir ne soit plus au monde. Dans cela, la crise dont nous parlons sera toujours là. Vous dites, docteur Carté, vous allez parler tout à l'heure longuement de l'ethnie. Docteur Carté, c'est vous, au RPT unir, qui essayez d'instrumentaliser les ethnies. Quelle ethnie a un problème avec quelle ethnie, docteur Carté? Moi, je suis de quelle ethnie, vous savez? Vous savez d'où vient mon épouse? Vous savez combien? C'est quoi le problème ethnique au Togo? Le problème au Togo, docteur Kati, c'est l'impunité qui est érigée au rang de gouvernance politique au Togo. Les gens volent, les gens pillent, les gens gaspillent. Et Fort leur donne main libre. Allez-y, pillez, mettez les populations en pauvreté, comme ça, ils seront toujours là où ils sont. Ils acquis. Vous parlez que la conférence, il y a eu des acquis au niveau de la conférence nationale souveraine. Citez-nous en un. OK? N'est-ce pas vous, au RPT Unir, qui, un jour, lorsque les décisions vous avez parlé de Kofigo tout à l'heure, qui avait pris les armes pour mettre fin aux acquis de cette conférence-là? N'est-ce pas vous, au RPT Unir, qui avez mis en veilleuse, sous éteignoir, la constitution de 92 que le peuple s'est donné à l'issue de la conférence nationale souveraine? C'est l'opposition. C'est l'opposition qui a abrogé la constitution parce qu'elle est majoritaire à l'Assemblée. L'Assemblée actuelle, vous avez vu ce que ça donne? Je termine en disant, docteur Katé, votre mensonge ne passe pas. Hein? Vous agitez le dialogue politique comme si, à l'issue du dialogue politique, il y aura alternance. Que vous allez nommer, coopter des gens, soi-disant de l'opposition, pour aller aussi gouverner. La co-gestion dont vous parlez là. Vous savez, c'est ceux qui ont faim. C'est ceux qui ont faim au Togo que vous allez bleuir. Pour leur dire, venez parler, on va vous donner quelques pouces. Ça va profiter à ma tante, ma cousine qui est au village et qui crève la dalle. Docteur Katé, ce mensonge-là, votre dialogue politique-là, qui consiste à appeler certains, leur dire, venez, on va vous donner aussi un peu à manger. Ça ne passera pas. C'est la raison pour laquelle nous demandons que ce soit des assises citoyennes, inclusives et souveraines, qui, à l'issue, va mettre en place une transition qui va conduire et faire appliquer les décisions qui sont prises par le Togolais. OK? Je n'anticipe pas sur ces décisions-là, mais je fais confiance en des gens, si ce sont des composantes de la société togolaise, y compris l'armée, si c'est eux qui se réunissent, et décident de changer le Togo, de réformer le Togo, et se mettent d'accord pour mettre en place une transition, alors le Togo va sortir de la souffrance et de la misère. Sans ça, c'est tourner en rond. Merci. Donc, le dialogue politique dont nous a parlé Fort, ou dont certains politiciens carriéristes parlent, les Togolais n'en veulent pas. Merci, monsieur Amedodi. Nous avons un téléspectateur en ligne 319 462 89 79. Bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour, cher monsieur Amenika, et bonjour à tous nos compatriotes sur le plateau. C'est vrai qu'il y a une rumeur de dialogue qui est en train de naître au Togo
Et moi, personnellement, j'espère que cette rumeur-là va devenir une clameur, parce que je suis défenseur plutôt d'un dialogue au Togo. Et sur votre plateau, nous avons effectivement défendu l'idée d'un dialogue. Il est vrai qu'au Togo, nous avons connu pas mal de dialogues. Et nous écoutons aujourd'hui encore des acteurs, des opposants togolais qui disent qu'effectivement tous les dialogues ont échoué et donc aujourd'hui il n'est plus opportun de mener un dialogue. Et ce que nos opposants oublient de dire ou bien d'éclairer à la masse populaire, c'est de nous dire pourquoi les dialogues ont échoué. Parce que comme l'a dit Philippe, le dialogue, c'est l'essence même des peuples africains, c'est l'essence même de la politique. Et donc, à un moment ou à un autre, il faut dialoguer. Et donc, si les dialogues ont échoué au Togo, c'est à cause des acteurs politiques. Ce n'est pas à cause du dialogue lui-même. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que il y a des acteurs qui nous proposent d'autres démarches. On entend ou bien on écoute sur les réseaux sociaux qu'il faut faire une révolution populaire. D'autres disent une rébellion armée. Et d'autres disent un coup d'État. Ce que ces gens-là oublient de nous dire, c'est que il y avait eu des tentatives de coup d'État au Togo. Ils ont échoué. Elles ont plutôt échoué. Il y avait eu aussi la révolution populaire, une tentative de révolution populaire qui a échoué. Il y avait eu même la rébellion qui a échoué. Donc, fondamentalement, le problème, ce n'est pas le dialogue. Voilà. Donc, maintenant, pourquoi faire ce dialogue-là? Il faut faire ce dialogue parce que, effectivement, nous sommes en crise depuis le passage à cette nouvelle république qui est émaillée, effectivement, de la nouvelle constitution. Et donc, nous proposons effectivement que cette constitution soit revue. Et l'autre, c'est que l'opposition togolaise aujourd'hui n'est pas en position de force pour tracer une autre voie. Et donc, ce dialogue s'impose à nous tous. Maintenant, comment faire ce dialogue-là? C'est sûr que, comme le dit Philippe, il faut plutôt un dialogue citoyen. Je suis tout à fait d'accord. Parce que d'ailleurs, si vous voyez les acteurs politiques, ce sont eux le problème. Il ne faut pas toujours dire que le problème, c'est le pouvoir en place. Moi, j'ai défendu l'idée que si nous avons échoué, c'est la classe politique, c'est-à-dire le régime en place et les partis politiques de l'opposition. D'ailleurs, si vous voyez tous les partis politiques qui étaient des grands partis politiques à l'époque des années 90, ces partis politiques-là ne sont que des partis politiques émiettés. Donc, les faits parlent pour eux-mêmes. Et donc, effectivement, il faut aller à ce dialogue-là citoyen, poser les conditions de ce dialogue et effectivement refonder le Togo. Et moi, est-ce que je propose, les points que je propose pour ce dialogue-là, c'est effectivement, revoir cette nouvelle constitution. Moi, j'ai toujours défendu l'idée d'une constitution parlementaire, mais il faut revoir cette constitution. Il faut soumettre cette constitution à un référendum. Si aujourd'hui les acteurs acceptent l'idée de soumettre cette constitution au peuple, moi personnellement j'irai au Togo pour battre campagne pour que nous adoptions un régime parlementaire. L'autre, c'est qu'il faut mettre effectivement l'armée au centre de nos discussions, parce que l'armée est une composante fondamentale, nous l'avons oublié, et donc effectivement ça devrait être un autre point. Un autre point, c'est effectivement le pouvoir en place. Comment le pouvoir en place a dirigé le Togo jusqu'aujourd'hui. Il ne faut pas personnaliser ce pouvoir-là en disant que il faut que le président du Conseil s'en aille avant toute discussion. Non, le président du Conseil, c'est un Togolais. L'idée même de dialogue, c'est trouver un consensus. Et donc, on va devoir discuter entre nous, ensemble, pour trouver des solutions à nos problèmes. Il faut aussi soulever un point. Parce que le docteur Kate a mentionné quelque chose que je trouve très important. Vous savez, l'opposition togolaise ne fait jamais son propre bilan. Elle est toujours dans une fuite en avant. Et
C'est ça en réalité qui fait qu'aujourd'hui, elle ne pèse pas du tout lourd sur l'échiquier politique togolais. L'opposition togolaise, effectivement, comme l'a dit Dr Kate, lors de l'accord politique global, l'idée était d'aller dans un consensus et de gérer le Togo ensemble. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'à la fin, il y a l'ANC qui dit que puisque je suis le parti majoritaire, le poste du Premier ministre doit me revenir, et du moment où on a choisi de mettre à Koïbon, qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens-là ont saboté l'accord politique global. Donc quand on nous dit que c'est en réalité le pouvoir en place qui ne met pas les accords que nous avons convenus, ce n'est pas tout à fait juste. Ce n'est pas tout à fait juste. Les faits sont têtus. Donc, pour finir, je pense que honnêtement, nous devons mettre bas la terre, nous devons aller à ce dialogue-là. C'est ce dialogue même qui va raviver la flamme de l'opposition togolaise. Je parle de l'opposition politique. Parce qu'aujourd'hui, ces partis politiques-là, s'ils sont entrés, s'ils restent dans cette logique-là, ils vont disparaître complètement. Donc, c'est une occasion même à nous, pour ces gens-là, d'aller au dialogue et de pouvoir se refonder et de pouvoir jouer le rôle de parti politique consensuel au Togo. Merci. Donc je pense que si nous arrivons à faire ça, nous allons refonder notre pays. Donc merci beaucoup. Merci de nous avoir appelés, d'avoir contribué au débat de ce jour. Nous allons faire une pause de 30 secondes, une occasion de nous énergiser et revenir juste après. Chaque semaine, la rédaction d'Afro Web TV vous propose un condensé de l'actualité